C'est Rapology du lundi au vendredi, 20h-23h avec Uni sur PX1. Et yo les rapologistes, j'espère que vous allez toujours bien et que vous passez toujours un agréable moment en notre compagnie. Je suis toujours accompagné de l'homme aux 1000 billets, Mr BMP. Yo, comment ça va, tu vas bien? T'en as pas marre de te mettre des auto-applaudissements comme ça? J'aime bien, ça me met dans l'ambiance. Et je peux en avoir aussi de temps en temps? Non, tu peux pas en avoir. Ah bah voilà, écoute. Ça va, c'est toi la star de l'émission, donc qu'est-ce qu'il faut encore? Tu veux aussi des applaudissements? Ben bien sûr. Ah, merci Barclay, merci. Et il y a quelqu'un d'autre aussi qui mérite des applaudissements, c'est notre invité du soir. Il s'appelle Julien Fournier, il nous vient de Wallonie-Bruxelles Musique. Tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Bien sûr. Il apprécie. Bonsoir Julien. Salut Cuny, je suis très content d'être là. Eh ben, je suis très contente de te recevoir aussi. Est-ce que ta journée s'est bien passée? Elle était super, ouais. Très belle journée. Le retour du soleil, tout ça. Ouais, on n'a pas trop l'impression d'être à la fin du mois de septembre, mais on profite bien. D'ailleurs, on le voit pas, mais je suis encore en short. Là. Ah ben voilà, on en profite. Moi aussi, je suis en tongue short. Tout est très bien. Tout est très bien. Alors, dis-nous un petit peu, Julien, en 2-3 mots, est-ce que tu pourrais peut-être te présenter un petit peu? Alors moi je travaille à Wallonie-Bruxelles Musique, qui est une agence de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui se charge de travailler pour les exports des artistes, musiciens et musiciennes de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Avant ça, j'ai monté un label qui s'appelle Vlek. Qui faisait qui fait toujours, d'ailleurs il existe toujours, qui fait de la musique électronique plutôt de niche. On a sorti pas mal de trucs au fil du temps. Il y a eu de la house, de l'ambiante, de l'EDM. Enfin, on a vraiment fait beaucoup de styles différents, toujours avec des artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre que c'était important d'aller vers l'étranger pour développer les artistes de chez nous, quoi. On a souvent l'habitude de rester un petit peu à l'intérieur. Et le pays est petit, donc on a vite fait le tour. Ouais, c'est ça. Ouais, donc voilà, il y avait quand même une tendance à l'époque à un peu se reposer sur le fait qu'on fabriquait un vinyle et puis on le laissait dans la cave. Et c'est là que j'ai compris, avec ce label, donc Vlek, qu'il était temps de passer peut-être à la vitesse supérieure et d'essayer de trouver des possibilités de sortir des frontières, quoi. Ok, déjà très intéressant tout ce que tu nous dis là. Grave. Alors avant d'aller entrer en profondeur un peu plus sur ce que fait Wallonie-Bruxelles, j'aimerais qu'on parle de toi un petit peu, de ton parcours. D'où viens-tu? Comment t'es-tu intéressé à la musique? Alors moi je suis un enfant du BOE. Ok. J'ai grandi à Waterloo, ouais. Okay. Et donc c'est là que j'ai commencé mes premières activités musicales, puisque j'avais une émission dans la radio interne de l'Athénée Royal de Waterloo. Ok. Ouais. T'avais quel âge quand t'as commencé 15 ans. Ah oui, ans. t'étais fait pour ça, quoi. C'était ton truc. En tout cas, à ce moment-là, j'appréciais déjà. Il y a eu un petit gap ensuite. Quand j'ai quitté, je me suis un peu égaré dans des études un peu à la con, mais j'ai rapidement switché vers l'ULB, où j'ai commencé du journalisme et de la communication. Donc, je suis aussi un petit peu journaliste. À tes heures perdues. Voilà. Et là, très rapidement, je me suis retrouvé à Radio Campus. Un pote m'a demandé de venir passer des disques pendant qu'il faisait une émission culturelle. Et c'était la grande époque d'un label qui existe toujours, qui a un peu moins de succès maintenant, mais qui s'appelle Ninja Tune, qui a sorti vraiment plein de super trucs à l'époque. C'était début des années 2000, donc là c'était vraiment le pic de leur succès. Et ils avaient à ce moment-là une émission sur la BBC qui s'appelle Solid Steel, pas très facile à prononcer en radio. Ouais, j'avoue. Et c'était un truc où tu vois, ils faisaient des syndications, comme on appelle ça, donc ils la produisaient en Angleterre. Et puis il y avait, je crois, entre 25 et 30 radios qui la diffusaient dans le monde la semaine suivante. Et j'ai remarqué qu'il n'y avait pas de radio qui diffusait ça en Belgique, donc avec Campus, j'ai proposé de faire ça. Et ça, j'ai fait ça pendant pas mal d'années. Et ça, c'était juste de la rediffusion, donc vous ne faisiez pas l'émission, c'était vraiment un relais. En termes d'implication, c'était pas ouf parce que je recevais, parce qu'à l'époque, pas de streaming, tu vois, ils m'envoyaient pas un fichier audio, donc ils m'envoyaient une jolie enveloppe cartonnée avec un double CD dedans. Ah ouais, c'est de cette époque. Ça, c'est en quelle année tu disais ça? Genre 2002, 2001, 2002, c'était il y a plus de 20 ans. Ouais, mais tu vois, quand on dit déjà 2000, j'ai pas l'impression que c'est si loin, mais en fait, au final, c'est quand même loin. C'est quand même loin. C'est 20 ans. Et donc j'ai fait ça, et je te dis, l'implication à ce moment-là était pas folle parce que c'était, je le recevais, c'était 2 fois 1 heure d'émission, donc je disais au début, on va écouter machin qui va jouer, et puis j'écoutais. Et puis t'écoutais. Est-ce que tu t'ennuyais entre les deux? Non, je trouvais des trucs à faire. Non, mais surtout, ce qui était bien, c'était que c'était le vendredi soir de 23h à 1h du matin. Il n'y avait plus d'émission derrière moi, donc je prenais des disques en même temps et je restais souvent le reste de la nuit à jouer de la musique à Campus. Un vrai passionné, en fait, parce qu'il faut vraiment être passionné pour faire ça. Ouais, j'aimais bien. J'aimais vraiment bien. Ouais, c'était la grande époque des caisses logiques, donc je venais avec mes énormes fards de CD à Campus. Non, c'était bien. Ouais. On peut les retrouver encore ces fards de CD, etc. Est-ce qu'il en reste encore en photo ou en Alors truc? ça, c'est dur ce que tu me dis parce qu'en fait, j'en ai perdu pas mal.
mal. Je m'en suis fait voler une, j'en ai oublié une sur une aire d'autoroute. Je préfère parler de ça. Marc, là, tu vas ouvrir des plaies qui sont pas encore totalement refermées, on dirait. Tous mes originaux, ils sont restés sur une aire d'autoroute. C'est pas vrai. Sérieux, aïe. Voilà, donc je suis passé au MP3 un peu plus rapidement que prévu parce que voilà, il fallait que je le fasse. Voilà. Mais donc depuis, j'ai fait ça pendant quelques années. Puis je travaillais dans une start-up qui faisait de la radio aussi, qui s'appelle Radionomie, qui proposait de en fait créer sa propre radio. Nous, on avait des banques de données de musique. Et, c'est toutes ces radios digitales, c'est ça, non, Radionomie. Je pense quand j'étais à l'école, notre prof nous a fait faire une émission. J'avais appelé ça Queen and the Queens. Je crois que j'étais plus là déjà. Non, c'était Queenie and the Queens. Et ça, il y a moyen de la retrouver. Mais je pense possible, mais je vous conseille peut-être pas de la retrouver. Ah si, moi je vous le conseille justement. Essayez de la retrouver. Je vous conseille également. Ma toute première émission qu'on avait fait à l'école. Ouais. Ah, donc t'as participé à la création de Radionomie. C'est ça. Je m'occupais, pas de la création. J'étais le premier employé. Et je m'occupais de la communauté. Donc je gérais tous les utilisateurs. C'était un truc qui était user-centric. Donc c'était les utilisateurs qui vraiment eux créaient leurs propres émissions, qui diffusaient un peu tout. Bon, à l'époque où moi je travaillais là, c'était encore un peu branlant en termes de technique, tu vois. Donc de temps en temps, t'avais des mecs qui avaient prévu toute une journée de rap et qui se retrouvaient avec Céline Dion du matin au soir. Non. C'était pas... Et moi, je devais les gérer derrière. Et tu devais... J'imagine. Non, mais les gars, c'est cool. C'est pas grave. Donc, ça s'arrange. Ouais, donc voilà. Donc ça, je l'ai fait à ce moment-là. Ça a été vraiment super expérience. J'ai appris vraiment un peu, parce que c'était aussi une start-up et tu vois, trouver des financements, tout ça. Et puis je suis parti vivre un an en France, à Toulouse. Expérience douloureuse mais intéressante. Douloureuse, pourquoi? Est-ce qu'on peut poser la question? Ouais, disons que c'est en allant à Toulouse que je me suis rendu compte que Bruxelles c'était vraiment la ville où j'avais envie d'habiter, quoi. Ok. Explique-nous justement qu'est-ce qui t'a manqué quand t'es arrivé à Toulouse et que tu t'es dit en fait c'est Bruxelles. Tu sais pourquoi je trouve ça intéressant? Parce qu'on arrive au point où nous, avec nous, on essaie de se battre pour que les artistes justement bruxellois et talentueux restent ici, et là où eux veulent partir s'exporter vers la France et vers les trucs. Donc peut-être avec ton expérience, du coup. Non, alors moi je pense qu'évidemment je ferais pas ce métier si je pensais pas qu'il devait s'exporter, mais par contre depuis Bruxelles. Mais en fait il y a s'exporter, c'est ça. C'est là où il y a quitter et s'exporter en restant ici. Je pense que quitter c'est pas une bonne idée. Enfin moi en tout cas perso je l'ai fait et je le referai plus, quoi. Mais explique-nous un petit peu justement qu'est-ce qui t'a manqué. C'est con, mais c'est pas du tout con, c'est primordial, mais c'est l'offre culturelle qui est à Bruxelles qui est vraiment dingue, qui était déjà dingue à l'époque, c'était en 2009 et on était quand même moins de 10 ans après Bruxelles, capitale de la culture, qui a quand même vraiment pas mal changé les choses chez nous, et je trouvais qu'il y avait vraiment énormément de trucs à faire toute la journée, tout le temps, enfin tous les soirs, du lundi au dimanche, tu peux choisir entre 10 trucs à faire, même si t'as envie de sortir, même si c'est pas la musique que t'aimes, même si c'est pas exactement ce que t'as envie de faire, tu peux sortir, voir du monde, découvrir des trucs, et ça en fait je me suis rendu compte que ça existe dans des grosses villes, genre les capitales, quoi, Paris, Bruxelles, Londres, Paris, tout ça. Mais alors les villes françaises, elles sont pas toutes à la même enseigne avec ça, quoi. Je pense que des trucs comme Lyon, Marseille, il se passe quand même des choses. Bon, Paris évidemment, mais Toulouse. C'était pas fou. Mais pourquoi t'étais parti à Toulouse? Est-ce que c'est l'amour? C'est histoire. Ça, je savais. C'est ça. Parce que Toulouse, c'est la ville rose, c'est la ville de l'amour. Donc voilà. j'ai fait ça. Et puis après, quand l'amour s'en va, les papillons moi, aussi. Je me casse aussi. Non, c'était donc principalement l'offre culturelle qui me manquait là-bas. Mais alors je dois dire que aussi, je trouve qu'à Bruxelles, on a aussi beaucoup de chance dans le, j'aime pas trop cette expression parce qu'elle est un peu bateau, mais dans le vivre ensemble, je trouve qu'on gère quand même bien, quoi. Dans la rue, je trouve qu'il y a une vraie courtoisie et un être à l'autre qui est quand même vraiment super plaisante à Bruxelles et qu'on retrouve finalement dans mon expérience dans pas tant d'endroits que ça, et bon, certainement pas à Toulouse. Je suis désolé Toulouse, je vous aime. J'ai rencontré plein de chouettes personnes là-bas. Mais il vous a aimé, il ne vous aime plus. Est-ce que tu es passé par Paris du coup? Parce que ce que tu décris justement, moi quand j'entends ce que tu dis, je pense qu'on peut retrouver la même chose à Paris, mais justement là tu viens nous répondre en disant que tu n'es pas passé par Paris malheureusement. Oui, mais il disait que dans les grandes capitales, en gros, tu vois, que ce soit Bruxelles, Paris, Londres, c'est là où il y a
une offre culturelle et une multiculturalité plus assumée que dans d'autres villes. Ouais. Et À Paris, j'ai mis un certain temps à comprendre aussi que c'était, enfin, tu vois, que c'était pas la même expérience partout, parce qu'évidemment, quand tu vas les premières fois à Paris, bah, tu fais un peu les mêmes trucs, tu vois, tu dives pas vraiment dans les quartiers, quoi. Et je crois qu'une fois que j'ai compris que, effectivement, c'était plein de petits quartiers, il faut connaître les gens, il faut connaître le monde, et puis les découvrir tous ces petits endroits. Et je pense que là, tu te sens un peu plus, parce que bon, il y a un truc quand même assez rough à Paris, quoi. Quand t'arrives, t'as l'impression qu'il faut quand même un peu se battre, quoi. Ça. Qui est pas trop ma personnalité. Et du coup, forcément, maintenant j'apprends un peu mieux à l'apprécier, mais ça reste quand même pas du tout ma ville de cœur, qui reste bien sûr Bruxelles. Bruxelles, ville de cœur. Alors, moi j'ai quand même une question. Tout à l'heure, tu parlais d'offres culturelles très riches ici à Bruxelles, mais je suis tombée sur une stat. Alors, j'ai pas envie de la redonner exactement parce que je l'ai plus en tête, mais on disait que très peu de gens finalement vivent. Il y a énormément d'offres culturelles, mais très peu de gens arrivent à en vivre. C'est réel? Ça dépend vraiment ce qu'on met derrière en vivre. Je pense qu'on a vraiment la chance, on en parlera j'imagine un petit peu après aussi, d'être quand même pas mal soutenu par la puissance publique en tant qu'artiste. Enfin, tu vois, il y a le principe du statut d'artiste qui est quand même quelque chose qui existe en France, mais qui existe dans vraiment pas beaucoup d'autres pays. Même le soutien, et même si évidemment on peut toujours faire mieux, même le soutien, tu vois, aux salles de concert, aux organisateurs, tu vois ce qui se passe dans la ville de Bruxelles, ce que met la ville en place aussi. Je veux dire, cet été, c'était dingue. Enfin, ça fait plusieurs années que c'est complètement fou. Tout l'été, il y a 18 trucs à faire toutes les semaines. Des festivals, des concerts, des théâtres, enfin il y a plein de choses à faire. On s'en rend pas toujours fort compte, mais beaucoup de ces événements-là sont soutenus par soit la ville, soit la région, soit la Fédération Wallonie-Bruxelles, soit voilà. Et tout ça, c'est des trucs qui font que ça donne une offre super importante. Alors c'est clair que les métiers artistiques sont des métiers qui sont super précaires et que il y a un peu c'est pas toujours facile de faire vraiment un boulot 100% artistique. Notre boulot, c'est vraiment d'essayer de professionnaliser le secteur pour que justement les artistes puissent trouver une manière de rendre leur activité rentable, mais dans le sens juste pouvoir en vivre et arrêter de travailler au Deleuze en même temps qu'ils enregistrent en studio, quoi, parce que c'est évidemment la réalité de beaucoup de monde dans le milieu artistique pour le moment, c'est de devoir combiner plusieurs boulots et puis soit t'es au chômage avec statut d'artiste, soit voilà. Donc il y a je crois que ce que tu lis doit être vrai d'une certaine manière, mais je crois que par contre on a la chance d'avoir des systèmes de soutien qui permettent que les artistes pour la plupart se retrouvent pas sans rien, quoi. Mais justement, on va y venir. Tu parlais justement on a un petit peu embrayé sur Wallonie-Bruxelles, mais toi, comment est-ce que tu te retrouves à bosser là-bas justement? Quel parcours tu fais pour en arriver jusque-là? Après Toulouse et tout ça. Pardon. Alors après Toulouse, donc quand je suis revenu à Bruxelles, c'est là qu'on a fondé Vlek avec deux potes. Et pardon. Excuse-moi, comme je te disais au tout début... Je t'ai pas donné de piment pourtant. Non, c'est gentil, ouais. En off, je mangeais des sucettes au piment et j'en ai pas proposé. Ça m'a pas donné envie. Ils tous, c'est pas ma faute. Non, c'est la mienne. Mais donc en revenant de Toulouse, on a fondé ce label et comme je te dis, un des trucs qu'on a remarqué vraiment très très rapidement, c'était que il fallait faire quelque chose pour sortir des frontières et que c'était une habitude qui, en tout cas dans le secteur considéré, donc la musique électronique un peu de niche, se faisait pas trop à l'époque. Et donc on a décidé de vraiment mettre en place des campagnes de communication qui se dirigeaient direct vers l'international et la Belgique, c'était un peu un dommage collatéral, quoi, si tu veux. On faisait la com vers l'extérieur et puis ça redirigeait la Belgique, parlait des choses. Enfin, tu vois, on a toujours eu cette manière de regarder les gens qui vont à l'étranger comme mais c'est vrai qu'il y a ça ici en Belgique. Il y a ce côté, tous les artistes, même quand on prend ceux qui ont pété, que ce soit Stromae, Angèle, Damso, on attend peut-être qu'ils brillent là-bas pour finalement dire mais c'est un de chez nous. Il y a une validation qui doit se faire, surtout pour les artistes dont tu parles, c'est surtout la France là, en l'occurrence, mais il y a beaucoup d'autres artistes qui passent direct, mais c'est aussi une question de moyens, tu vois, parce que si tu dois faire des campagnes en direction de deux territoires différents, que tu le fasses en Belgique ou vers l'étranger, il y a quand même une masse de travail qui est gigantesque et le résultat que tu as en Belgique, il est pas fou, surtout dans ces genres de niches-là, tandis que si tu le fais à l'étranger, tu touches vachement plus de monde et puis ça peut, voilà. Donc en fait, je faisais ça pour Vlek et c'est dans ce cadre-là que je suis allé parler à Wallonie-Bruxelles Musique pour voir ce qu'ils pouvaient faire pour nous. Mais justement, avant d'arriver à Wallonie-Bruxelles Musique, moi j'ai envie de te demander comment est-ce qu'on crée un label?
quand on part de rien, en fait, au final, t'es parti de rien. Là, je suis pas parti de rien à l'époque, Okay. et surtout parce que j'étais accompagné. On était trois, et c'était deux potes qui travaillaient dans un autre label qui s'appelle Unrest Thin Consolation, qui avait j'ai presque 10 ans à l'époque, et donc eux, ils avaient vraiment digué pas mal les artistes de musique électronique qui étaient en fédération. Enfin, ils ne réfléchissaient pas comme on va faire des artistes de la fédération, mais juste par la force des choses, ils en sortaient plutôt de la fédération. Et donc, eux, ils avaient amené cette expérience-là. Moi, j'amenais mon expérience de communication aussi. Et ensemble, on a fait un truc. Mais je crois que, en fait, ce qu'il faut surtout au moment où tu commences ça, c'est aussi un peu, c'est un business très humain. Donc, c'est bien d'aller rencontrer les gens, de voir les gens, de connaître les gens. Et ça, je l'ai eu beaucoup avec Campus, parce qu'on avait, je suis passé un peu vite, mais avec justement Élise, avec qui que je salue, avec qui je suis parti à Toulouse. On avait une émission à Campus, une émission live de musique électronique où on faisait une première heure où on faisait genre interview et un peu comme on fait ici. On passait un peu de musique, et puis après ça, la deuxième heure, c'était un live de musique électronique. Et donc on a eu quand même vraiment pas mal de monde de Bruxelles qui est passé par là. Et ça, c'est là que j'ai commencé à faire un peu un réseau là-dedans. Et c'est comme ça qu'on a pu aussi, tu vois, ensuite utiliser ce réseau-là pour le label. Et puis le label, je te dis, je sais pas si on peut y aller maintenant. On peut y aller, voilà. C'est le moment. Et donc, plongeons dedans. Un jour, j'étais frappé à la porte de Wallonie-Bruxelles Musique, parce qu'on faisait beaucoup de trucs pour l'international. Donc ça existe depuis longtemps, Wallonie-Bruxelles Musique, ça a toujours... 84. Donc c'est l'année prochaine, ça fera 40 ans. Mais avant de faire le grand plongeon dans Wallonie-Bruxelles Musique, on va se faire une très courte page de pub, juste 2 minutes les amis, et on revient juste après. Yo, c'est Rapology, du lundi au vendredi, 20h-23h, avec Uni sur BX1. On est toujours dans votre émission hip-hop préférée sur les ondes de BX1. Je suis toujours en compagnie de Barclay. Yo, tu t'es pas mis des applaudissements? Non, là je mets pas d'applaudissements parce qu'après tu vas râler, dire ouais, je mets pas d'applaudissements et tout. Donc là, pas d'applaudissements pour moi. Désolé. J'espère que tout se passe toujours bien chez vous. Je rappelle que vous pouvez toujours interagir avec nous tout au long de l'émission. Il y a notre numéro WhatsApp, le 0460 26 20 20. Si vous avez des questions pour notre invité du soir, je rappelle, c'est Julien Fournier qui travaille à la Fédération Wallonie-Bruxelles Musique. Il va dans quelques instants, justement, c'était le moment où on allait arriver à nous expliquer un petit peu ce que fait Wallonie-Bruxelles Musique et qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour vous, les artistes qui nous écoutez. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, ça se passe au 0460 26 20 20. On refait un petit coucou à notre invité du soir, c'est Julien. Salut Cuny et salut Barclay. Salut Julien. Il fait chaud dans le studio. Chaud. Ah oui, c'est comme ça ici dans Rapology, c'est hot. On est bien mis. Alors dis-nous Julien, on était justement en train d'arriver à on parlait de ton parcours, donc tu as créé ton label et avec ton label tu te dis je vais toquer à la porte de Wallonie-Bruxelles Musique. Qu'est-ce que Wallonie-Bruxelles Musique a fait pour ton label? Eh bien rien du tout. Ça commence bien tout ça. Il se trouve que là on est en train de changer ça, mais les aides de Wallonie-Bruxelles Musique, on va dire WBM pour la suite. WBM. Ouais, c'est ça. Elles sont plus dirigées vers le live, historiquement, comme tout ce qui est concert, tout ce qui est, c'est ça. Concert, festival, promotion aussi. On fait de la promotion, on est de la promotion des enregistrements, mais tout ce qui est les enregistrements, vraiment, c'est du côté de la Fédération Wallonie-Bruxelles. C'est un peu compliqué, on va pas y aller dans les détails. Après, on sait que la Belgique a plusieurs niveaux de pouvoir et que tout se divise et qu'on a 48 ministres pour une seule compétence. Enfin, c'est le surréalisme belge. Si on va là-dedans, on va pas en finir. On fait à 3 heures d'émission, je pense, donc on peut y aller. On pourrait. Honnêtement, non, mais on s'en déconne. Donc nous, à l'époque, on faisait, maintenant pas encore. On fait toujours pas vraiment beaucoup d'aide vers les labels, mais on essaie de changer ça de plus en plus. Si tu veux, ça a du sens parce que à partir du moment où il y a eu la crise du disque, qu'on connaît tous bien, donc les ventes de disques, c'est plutôt ça qui a drivé l'industrie. Ça a été vraiment plutôt les tournées, les lives, et donc toute l'industrie s'est mise plutôt de ce côté-là. Donc nous, ça avait du sens aussi que toutes nos aides soient plutôt de ce côté-là. C'est logique. Maintenant, on essaie un peu de... Tu vois, je pense que le Covid est passé par là. On s'est aussi rendu compte que le live, c'est un peu fragile. Quand même.
bah oui. Et donc, et puis surtout, je pense que tout le monde pendant le Covid s'est rendu compte que en fait, les cartes de scène qu'ils recevaient de Spotify et YouTube, bah, ça leur permettait pas de vivre. Et quand ils pouvaient pas faire de concert, bah, à un moment, il faut trouver. Il faut trouver un moyen de remplir. Voilà. Et donc nous, on est pour le moment dans une réflexion en train d'essayer de trouver des manières de nouveau supporter la musique enregistrée plus que ce qu'on le fait. C'est pas qu'on a arrêté ou qu'il y avait rien, mais vraiment la plupart de nos aides, elles sont disponibles pour le live. Donc, Wallonie Bruxelles. Déjà, il y a une première réponse à pas mal de questions qu'on avait reçues avant l'émission sur les réseaux sociaux. C'est vrai que c'est par rapport à ça. Déjà là, on sait que qu'on se dirige principalement déjà vers le live, si je ne me trompe pas. Actuellement. Actuellement, mais ils essayent de changer ça. Ça, c'est vrai. Et en plus, il y a un truc intéressant que je trouvais, que tu as relevé, Julien, c'est que c'est vrai qu'on a vu beaucoup le streaming a été fort mis en avant pendant le Covid, etc. Et là, moi, on a fait les festivals avec Uni, on a fait un peu tous les festivals cet été. J'ai remarqué que les gens, même les artistes, il y avait une volonté de se diriger vers le live. En l'occurrence, pour citer par exemple NASA, avec qui on a travaillé. Je voyais que vraiment, ils avaient une volonté de vraiment travailler sur le live. Et que les gens étaient aussi attendaient un peu ça au niveau du live. Donc j'ai l'impression qu'il se passe aussi quelque chose. Peut-être que ça leur a manqué, je sais pas, mais... je crois que d'office, ça a manqué financièrement dans le sens où c'est vrai qu'aujourd'hui, on fait l'apologie du stream. Mais le stream, ça rapporte des cacahuètes, en vrai de vrai. C'est une très très bonne chose pour la découvrabilité de la musique, ça c'est clair et net. Enfin, je veux dire, en tout cas, nous, pour l'exportation, je veux dire, le fait une bonne partie de notre boulot, c'est faire que les professionnels étrangers aient entendu parler des artistes de la fédération. Et pour ça, c'est vraiment, c'est inégalé. Il n'y a jamais eu un truc comme ça où on peut juste envoyer un lien et que la personne peut écouter l'entièreté de la discographie et savoir direct de quoi on parle. Il ne faut pas envoyer un disque, il ne faut pas envoyer... Enfin voilà, moi je te dis, à Campus, à l'époque, on recevait des CD, quoi. Et on devait taper le CD dans un lecteur. J'arrive même pas à imaginer qu'on ait pu travailler comme ça à la radio. Enfin, c'est pour moi, c'est même pas concevable. Alors, je te dirais que quand je suis arrivé à la radio, la première fois que j'ai fait des enregistrements, c'était sur des bandes magnétiques Revox. C'est quoi même Je sais même pas ce que c'est. Je crois qu'on en reparlera la prochaine fois non, mais moi j'ai besoin de bien dormir ce soir. C'est quoi une bande magnétique Revox? Tu vois ce qu'il y a dans une cassette audio. Ouais, les trucs c'est genre des grandes cassettes audio, mais c'était un truc, c'est grand comme ça et c'est que de la bande, quoi. Et donc tu dois taper ça dans un espèce de lecteur, mais un truc. T'as pas intérêt d'être maladroit parce que moi à tous les coups je te casse la bande. La première fois que j'ai fait ça, je me suis retrouvé avec des kilomètres de bande qui étaient sortis dans le studio. Enfin bref, c'est sport. Mais bon voilà, on n'est plus là et donc on va plus envoyer ce genre de choses pour faire découvrir la musique. Donc à ce niveau-là, c'est vraiment très cool pour la découvrabilité. Évidemment pour le consommateur, c'est vraiment super parce qu'il peut écouter les milliards de trucs et il n'a pas obligé d'acheter, de larguer 20 balles à chaque fois qu'il veut écouter un truc plus que 5 fois. Et mais ça c'est bien. Mais par contre, clairement, les artistes je pense que comme c'est arrivé à un moment où justement toute l'industrie était vraiment derrière le live et que on est arrivé aussi à un moment où c'était la piraterie. Donc en gros, il y avait beaucoup de revenus qui étaient à zéro, quoi, là-dessus, en tout cas très très bas. Quand tu dis piraterie, qu'est-ce que tu veux dire? Le fait de faire des faux streams, tout ça? Non, ça c'est encore venu après. C'est encore un autre sujet. Avant le stream, beaucoup de gens, dont peut-être des personnes autour de cette table, trouvaient leur musique sur des peer-to-peer et sur. Je dois avouer que j'ai gravé quelques trucs comme ça, mais c'était avant de savoir, parce que quand on sait après, bien sûr, on ne le fait plus. On ne le fait plus. Voilà. Et donc voilà, donc on était dans une situation qui était celle-là à ce moment-là. Donc le fait que le stream soit arrivé, ça a été un truc qui a permis d'un peu légaliser le truc, de le rendre un peu carré. Et je crois qu'à ce moment-là, c'était vraiment très très intéressant et très important pour les artistes que ça se passe comme ça. Mais du coup, je crois que l'ensemble du secteur artistique a été un peu moins regardant sur le fait que il fallait que ça ramène des thunes quand même aussi. C'était pas juste le fait de pouvoir le mettre à disposition de tout le monde qui était cool, mais il fallait. C'est ça. C'était un revenu un stream de revenus qu'il fallait quand même gérer et maintenir. Et donc à ce moment-là, je pense que il y a eu un petit flottement où on s'est dit au moins c'est déjà ça, c'est mieux que zéro, quoi, tu vois, le 0,00007 de Spotify. Ce 0,0 qui fait mal finalement. T'as 1 million de streams, mais au final c'est. Vous savez, la question que je me pose moi de l'autre côté, c'est est-ce que justement le fait qu'on puisse streamer autant et avoir autant de visibilité, comme tu l'as dit tout à l'heure, Julien, est-ce que du coup les artistes à un certain moment ne sont pas fait avoir dans le sens où dehors t'as la popularité, donc les gens te reconnaissent et t'adulent en disant ouais, t'as fait tant de streams, ça se passe super bien, etc. Mais finalement dans ton frigo, il y a un petit souci. Ouais,
c'est difficile à dire, se faire avoir. Moi, je suis pas du tout. Je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de bonnes choses qui sont arrivées avec le streaming. Comme je disais, vraiment la découvrabilité, le fait qu'on peut vraiment écouter tout ce qu'on veut direct. Plus facilement. Oui, et pour nous, c'est ultra précieux, évidemment, quoi. Donc, je crois qu'il y a, c'est arrivé à un moment dans l'histoire de la musique et de la culture qui a fait que ça s'est passé comme ça. Maintenant, on doit dealer avec ça. Je pense pas que j'ai pas envie de dire que tu vois, que les artistes sont fait avoir. Je crois que il y a un moment, ça répondait à un besoin qui était pas là. Je crois que maintenant, il faut quand même mettre tout en place pour faire comprendre quand même aux plateformes qu'il s'agit d'un peu augmenter les thunes. Voilà. Mais en fait, c'est vrai qu'au final, à l'époque, on achetait un CD à 20 balles. Et finalement, est-ce qu'on payerait pas au moins 20 balles par mois, peut-être, les abonnements? Alors, les gens, ça les dérangerait peut-être parce qu'ils sont habitués à avoir des... C'est vrai que les prix des plateformes de streaming, ils sont relativement faibles. On est autour de 10 €, je pense. 9,99 sur Spotify. Donc, maintenant 12. Ouais, voilà. Donc c'est vrai que peut-être que c'est là aussi qu'il faut peut-être faire quelque chose pour que les streams aient une plus grande valeur. Ouais, moi je connais pas exactement la manière dont par exemple Spotify paye ses employés ou meuble ses bureaux, mais je pense qu'il y a un truc à faire de ce côté-là plutôt aussi. mais tu vois, il y a un truc aussi, c'est que forcément tu passes de 10 à 20, t'as 50% des gens qui vont retourner à la piraterie. À la piraterie, c'est vrai, peut-être aussi. Donc, le problème, en fait, oui, c'est ça. Donc voilà, pour le moment, je pense que la situation elle est là. Je crois que il faut profiter des opportunités qu'amène le streaming. J'aime pas passer trop de temps à pleurer sur le fait que c'est foireux, c'est chiant. On préférait que ce soit. Faut dire c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je vois. Une bonne façon de voir les choses. Donc voilà. Donc nous on utilise Spotify pour notre promotion, même si on sait que par ailleurs, moi ça me dérangera pas de fournir tous les soutiens aux artistes qui vont questionner ce modèle-là, quoi. Mais surtout en tant que service public. Alors aujourd'hui, j'ai envie de me mettre dans la peau d'un artiste. Je m'appelle Queenie, je suis j'essaye de me faire connaître, j'écris mes textes, je les gratte dans ma chambre. J'ai un pote qui a un studio, donc c'est cool. Ça me coûte pas trop cher et tout. J'entends parler de Wallonie-Bruxelles Musique, mais qu'est-ce qu'ils font pour moi? Qu'est-ce qu'ils m'apportent? Alors, si tu viens vraiment de commencer à écrire et que tu es dans ta chambre et que t'as pas encore enregistré de disques ou connu une petite carrière en Belgique, c'est pas encore le moment de t'adresser à nous. Si tu veux, nous, on peut fournir sur notre site, il y a plein d'infos sur ce qu'on fait au bout du parcours que tu es en train de décrire là. Mais nous, on rentre vraiment, les outils qu'on a à disposition, c'est vraiment des trucs qui ont du sens à partir du moment où tu as un peu une petite carrière en Belgique, où tu as déjà fait quelques trucs, où tu as un entourage, où tu as des disques à défendre. C'est pas, on travaille pas, nous, il y a d'autres organismes en Fédération Wallonie-Bruxelles qui viennent prendre les gens vachement plus tôt dans la carrière. Je pense à Court Circuit notamment, tu vois, qui fait ça vachement pour le pop rock, la musique électronique, qui eux ont vraiment des outils qui permettent d'aider au tout début, quand t'es vraiment dans ta chambre et que tu dis ok, qu'est-ce que je dois faire pour trouver la première personne qui va m'enregistrer mon disque, comment est-ce que je le promotionne en Belgique, voilà, tout ça c'est des trucs qui existent, et nous on vient l'étape d'après. Après ça, voilà. Alors quels artistes justement, à quels artistes s'adresse Wallonie-Bruxelles Musique, qu'on comprenne bien? Donc nous on travaille avec l'ensemble des genres musicaux, donc vraiment du classique contemporain au jeune public, en passant par évidemment le rap. Et on est quand même dans Rapology. et tous les dérivés, le rock, tous les genres de rock. On a la chance en Belgique francophone d'avoir une production qui est hyper diverse et surtout très très créative et parfois assez oblique. Enfin tu vois, on n'essaie pas. Il y a une bonne propension à ne pas essayer de singer les autres et essayer de faire la même chose qui se fait en France. Évidemment, il y a beaucoup de gens qui le font, mais il y a une belle singularité ici. À fond. Ouais. Et donc voilà, ça c'est dit. Mais donc à partir du moment où tu as sorti des disques, où tu as commencé un peu à tourner en Belgique et en gros tu as fait je sais pas un concert de sortie au Bota, au VK, t'as fait une scène à Dour, t'as été voilà, tout genre de choses. Il y a déjà quelque chose qui est déjà, les choses ont déjà commencé à bouger. Faire une interview ici, tu vois. Bon, les artistes qui sont passés par ici, vous entendez, hein. Mais pas que. À partir de ce moment-là, en fait, c'est bon, déjà c'est une manière pour nous, parce qu'on n'a pas du budget extensible à l'infini, donc c'est une manière pour nous aussi de pouvoir filtrer les personnes à qui c'est vraiment utile et nécessaire ce qu'on fait. Ils ont déjà en fait fait le travail, une partie du travail. Ils ont montré qu'en fait ils ont envie et ils sont en train d'avancer, et que nous on vient aider. Je dis souvent que nous on fait pas avancer une machine qui avance pas. Il faut qu'elle avance, on l'aide à avancer mieux. Et dans ce cadre-là, nous on a vraiment tout plein d'outils qui permettent de faire ça.
Mais il faut que tu aies déjà quelque chose à venir mettre sur la table pour que nous on puisse travailler avec ça. Sans ça, on peut pas. Tu vois, tu peux pas me dire si t'es vraiment en train d'écrire. Je vais aller aux États-Unis, c'est arrivé, tu vois. Ouais. Et là, ouais, franchement, là, on sait pas. Enfin, la conversation, elle va vite s'arrêter, quoi. Parce que bon, en alors, gros, je reprends ma question. Non, là, c'est plutôt moi qui reprends. Là, on a vu Queenie, et là, du coup, c'est Barclay. C'est Barclay. Ah, c'est un autre artiste. Lui, il a déjà fait des salles de concert. Voilà, Barclay, il arrive. Tu vois, il a sorti quelques sons sur Spotify, etc. Il a fait quelques millions sur 2 de ses sons. Là, tu vas trop. Essaye de. Il a fait 1 million. C'est beaucoup, 1 sur million. Tous les titres que j'ai fait, il y en a un qui a dépassé le million de vues. Mais sinon, en général, je suis sur entre les 400 et 300 000. Je vois qu'il y a quelque chose qui se fait autour de moi. J'ai déjà fait quelques scènes ici en Bruxelles, notamment au VK, ou Sneakers Café. Au Botanique. Ouais. Non, pas au Botanique, c'est encore un peu trop loin. Mais au Sneakers Café, dans les petits trucs. Mais j'ai fait des avant-premières, par contre, au Botanique. J'ai tourné un peu ici en Belgique sur toutes les plateformes radio. Et à ce moment-là, du coup, même mon équipe, on est bloqué. On vient sur Apology, on parle avec Cuny, etc. pour la promo de mon prochain single. Et Cuny me dit écoute notre dernier podcast. On a reçu Julien Fournier qui est venu nous parler de WBM. Tu devrais peut-être t'approcher de chez eux. Alors là, il y a plusieurs choses à faire. Alors d'une part, si ton disque va sortir bientôt, si ton nouveau single va sortir bientôt, tu peux demander. Alors c'est à partir de l'EP et de l'album. Donc pour le single, ça marche pas. Mais on a des aides à la promotion à l'étranger. Donc là, tu peux demander des thunes pour acheter pour engager un attaché de presse ou une attachée de presse à l'étranger qui va faire le boulot de promotionner ton disque sur le territoire, donc en France, en Allemagne, en Angleterre, ou sur l'Europe, ou sur les États-Unis. Voilà. Donc là, il suffit de nous faire on est une administration. Donc il y a des dossiers, on regarde les dossiers, il y a des commissions. Voilà. Mais les dossiers, c'est pas des trucs de 50 pages. Tu vois, il faut en gros expliquer d'où tu viens, où tu es, où tu veux aller, et comment est-ce que tu as envie comment tu vois ton développement stratégique, et à quel moment nous on peut t'aider. Et donc là, tu peux recevoir des thunes pour engager un RP à l'étranger. Donc ça, c'est une première chose. Jusqu'au moment où ça sort, je t'inviterai à aller regarder sur notre site pour voir aussi tous les moments, parce qu'on organise souvent des moments de réseautage, puisque comme je le disais tout à l'heure, c'est quand même un business qui est hyper humain, et donc c'est clairement, si tu restes dans ta chambre et que t'écris, mais que tu vas jamais rencontrer les gens qui font ce business-là, il y a peu de chances que ça tourne vraiment bien. Merci. Ou alors tu trouves quelqu'un qui le fait pour toi, tu vois, mais il faut qu'à un moment ça sorte. En tout cas. Ça, on est totalement d'accord. Et donc, à ce moment-là, je te conseillerais de venir à tous ces événements qu'on organise. Là, tu vois, on est partenaire de Francophone qui va commencer dans une dizaine de jours, qui est un festival dédié à la musique d'expression française qui a lieu à Bruxelles. On fait plein d'événements, on fait plein de moments de rencontres, quoi, où nous on invite des professionnels étrangers à venir rencontrer les artistes de la fédération. Et donc il y a des moments où on offre un verre, où on paye à manger, et puis on fait en sorte que toutes ces personnes se parlent, quoi. Donc ça, c'est déjà. Et ça, c'est toujours confondu, on est d'accord. Ouais. Là en l'occurrence, Francophone, c'est assez spécifique. On peut aller regarder. Il y a du rap. Mais tu vois, c'est en fait, chaque fois, on essaie de trouver les acteurs en Fédération Wallonie-Bruxelles qui font déjà des choses. On n'essaie pas de réinventer la roue et d'organiser tout nous-mêmes. Voilà. Et là, ces acteurs-là, là où on s'est rencontrés, c'est la même chose avec Aperoït. Tu vois, on a aussi. Tu vois, c'est c'est des gens qui mettent en place des choses. Et d'ailleurs, on salue notre poteau Erdman s'il nous écoute ce soir, qui fait beaucoup de choses avec Aperoït. Et du coup, voilà, ça, par exemple, tu vois, les événements dans lesquels nous, on a des petits moments de réseautage, ça, je te conseillerais d'y aller pour aller rencontrer du monde, parce que nous, on sélectionne, on est en contact avec les organisateurs. Les organisateurs ici en Belgique, mais aussi les personnes qui font le même boulot que moi, mais dans les autres pays. Donc, si tu veux, on est en capacité de pouvoir aussi sélectionner les bonnes personnes pour venir. On sait que si la programmation elle est de telle sorte, on sait qu'on va demander à tel programmateur ou tel média de venir, et on va pas juste inviter des médias français juste pour inviter des médias français. On fait quand même un peu le boulot de matcher, de sélection. Donc c'est vous le plug, en fait. Le plug, c'est vous le plug. On est un des plugs. Mais c'est vrai qu'on se rend pas toujours compte qu'en tant qu'artiste, moi, pour avoir reçu énormément d'artistes ici, je pense qu'il y en a très peu qui vont finalement toquer à la porte parce qu'ils ne savent pas. Qu'est-ce que vous mettez en place justement pour faire en sorte qu'on soit au courant que vous êtes là et que vous pouvez aider les artistes? Je viens ici, par exemple. C'est déjà une bonne chose. On essaie justement, parce que moi je crois vraiment au fait que c'est un service public, il faut s'en servir, tu vois. C'est vraiment, c'est un truc qui est payé avec les impôts de tout le monde, donc c'est pas quelque chose qui est réservé à une clique, c'est pas un truc où il faut connaître machin truc pour profiter des. On a souvent l'impression que c'est ça, et moi c'est quelque chose qui me gonfle pas mal, parce que j'étais de l'autre côté et je l'ai aussi vécu. Enfin, moi aussi j'étais là. C'est aussi une réalité. C'est toujours les mêmes machins. En fait, c'est toujours
toujours les mêmes parce que en vérité c'est toujours les mêmes qui essayent et que du coup mais c'est vrai, moi je l'ai vu au début, tu vois, c'est qu'au début j'ai compris aussi pourquoi est-ce que on avait toujours l'impression que c'était les mêmes, mais c'est parce que c'était les mêmes d'ePay qui venaient nous remettre un dossier et qu'à un moment, moi je trouve que on en est loin de cette situation là, mais tu vois, là moi je crois vraiment au fait qu'il faut que le service public soit connu de tous, que les personnes à qui ça s'adresse sachent qu'ils peuvent profiter des services que nous on met en place, et notamment dans le rap et le hip-hop, je pense qu'il y a un truc où en fait comme c'est un genre musical qui a été quand même pas super considéré par les institutions il y a 20 ans, 20-25 ans. Même encore maintenant, on a l'impression, mais on n'est pas encore... Enfin, je dis on n'est pas comme si j'étais une rappeuse. Mais c'est bien que mais c'est vrai qu'il y a encore un travail à faire de ce côté-là. Ouais. Et je pense qu'en fait, comme c'était quelque chose qui n'était pas très bien considéré par les institutions, je crois que c'est un secteur qui s'est aussi beaucoup développé par lui-même, quoi, qui a dit, vous voulez pas m'aider, tant pis, je ferai tout seul, quoi. Et du coup, je trouve que maintenant, on a eu, tu vois, ça a donné lieu à beaucoup de belles histoires, tu vois, tout le truc qu'on a eu entre 2015 et 2020, ça a été vraiment super. Mais ça continue là maintenant. On en a aussi tous les Hamza Damso, tout ça. Tu vois, c'est des gars qui sont un peu construits aussi, et des meufs qui sont construits un peu sans en se disant l'institutionnel il est pas là pour moi j'avance, quoi. Et donc moi ça m'a semblé aussi important, je suis pas le seul, hein, je veux dire dans beaucoup d'institutions c'est la réflexion qu'il y a en ce moment, c'est de se dire ok, on a toutes ces personnes qui travaillent dans ce secteur, qui font un vrai boulot pro, tu vois. Quand j'ai discuté avec Erdman, c'est aussi là je me suis rendu compte, donc de Apéroït, je me suis rendu compte que en fait il y avait toute une partie des personnes, moi j'ai trouvé ça fou, quoi. Je suis arrivé, il m'a invité à une conférence que j'ai fait il y a je sais pas 3-4 ans. Je suis arrivé, j'ai vu 250 personnes, 200 personnes devant moi qui bossent dans la musique, donc ils sont des gens qui théoriquement devraient profiter de nos services. Je connaissais personne. Je savais pas qui étaient ces gens. Wow. Et ça m'a travaillé, quoi. Je me suis dit bon, là il y a un stress, quoi. Il faut qu'on fasse un truc, parce que là c'est pas normal qu'il y ait toutes ces personnes qui ont une activité professionnelle, qui font des trucs à l'étranger, ne sachent pas qu'on existe, ou savent qu'on existe mais se disent c'est pas pour nous. Et donc voilà, donc nous on fait ça. Les conférences que j'ai fait avec Erdman, c'est la même chose, et on essaye en général nous de communiquer aussi beaucoup sur nos réseaux sociaux, dire quand sont les commissions, comment est-ce qu'on remet un dossier pour la commission. Moi je rencontre aussi beaucoup d'artistes et d'accompagnants et d'accompagnantes d'artistes pour leur expliquer comment on fait, tu vois, leur dire voilà, ton dossier il doit contenir ça, il faut le mettre à tel moment, c'est plutôt là-dessus que tu dois mettre vous donnez aussi les astuces pour que le dossier soit plus facilement accepté, alors c'est ça. Après tu vois, moi je fais partie de la commission qui va les étudier, ces dossiers après, donc je donne pas des war zones, quoi, tu vois. Non, c'est ça, j'ai pas compris. J'explique, tu vois, que notamment c'est très très important qu'on comprenne bien quelle est la stratégie, qu'il faut pas juste dire j'ai envie de faire ça et j'ai un plan là. Il faut dire voilà, je vais là parce que derrière ça va me rapporter ça, et ce truc là c'est pas une fin en soi, quoi. Tu vois que généralement les moments où on demande des aides de WebM mais aussi toutes les autres institutions, il faut faire comprendre à l'institution qu'en fait tu connais ton jeu et tu sais que ça c'est ton coup de maintenant parce qu'il y a ça derrière et parce que c'est ça que tu vas arriver à faire, et qu'à partir du moment où nous on peut comprendre qu'il y a vraiment une stratégie derrière, que tu es entouré, que aussi ce que tu fais c'est qualitatif, enfin je veux dire voilà, c'est pas entendu 150 fois, on est d'accord. Là alors tu vois ça a beaucoup plus de chances de passer, ouais. Mais tu vois qu'Unis, alors moi j'ai une question dans le sens où en effet là j'ai l'impression que tu vois qu'il faut quand même, on parle des artistes qui doivent être quand même assez calés, et c'est vrai que nous dans notre industrie on a pas mal de l'artiste est souvent jeune, son management est souvent jeune, et tout ce qui est lié à l'administratif c'est des choses sur lesquelles ils sont quand même assez ils sont pas calés là-dessus, et comment à ce niveau-là ces gens c'est les jeunes aujourd'hui qui nous écoutent, du coup notre cible en général peuvent après bon c'est vrai que c'est pas votre mission quand je l'entends aussi, mais bon déjà et c'est ça qui disait qu'il y avait peut-être d'autres organismes avant, mais ce que je trouve ouf comme c'est que tu réussis à quand même dire qu'il y a tout un public qui a besoin d'aide, et que moi je sais quand je t'ai contacté très rapidement tu m'as dit les gars je suis disponible tel jour je suis venu avec mon vélo et tout ça, je suis là pour vous les gars, donc ça j'ai trouvé ça hyper chouette, et le fait que tu sois là pour donner des conseils, pour parler, parce que même dans ton discours il y a des billes, il y a des enseignements que tu es en train de donner à Diane qu'on reprendra bien sûr, c'est Bella qu'on reprendra sur TikTok etc, parce que en vrai là tu es en train de nous faire comprendre que c'est un métier et que c'est pas juste venir et faire de la musique etc, mais voilà ce que moi je trouve sur un artiste qui est jeune, c'est difficile de se dire ouais là je vais voir quelqu'un et je vais me projeter sur 5 ans. Puisque plus ou moins, 5 ans, faut pas faire ça. Enfin, plus ou moins, tu vois, ce que je comprends, c'est que les gars, je vais dire aux gens qu'en fait, je viens pour percer. Alors ça, c'est légitime, ok, on est dans le concret. Mais est-ce que c'est pas trop difficile pour un jeune d'arriver et se dire les gars, je vais vous proposer un projet en ayant sollicité tous les organismes
Et là, je suis prêt à partir et je sais qu'à partir de là, je vais décoller. Bah alors, savoir si c'est difficile, je peux pas vraiment le dire parce que moi je suis pas un jeune qui écrit de la musique maintenant et qui doit la développer en 2023. Mais je pense que ce que je vois en tout cas, c'est que ceux avec qui on travaille et celles avec qui on travaille pour le moment, c'est des personnes qui enfin si tu veux, ils se projettent sûrement dans leur tête à 5 ans, mais dans ce genre de business-là, se projeter à 5 ans, c'est bien d'avoir l'accroche, mais il faut surtout avoir les 2 prochaines années qui sont un peu pavées, quoi. Et à partir de ce moment-là, bah ça va assez rapidement. Si tu te dis que dans 2 ans, ton truc c'est de te dire je veux faire une tournée de 10 dates en France. Okay. Bah, il faut faire quoi pour faire une tournée de 10 dates en France? Bah, il faut faire un premier showcase à Paris dans 3 mois, et puis faire de la promo sur le single qui sort dans 6 mois, et puis faire des festivals l'année prochaine, et puis enchaîner là-dessus. Enfin, tu vois, il y a une espèce de rétro-planning que tu peux mettre en place à partir d'objectifs, mais il faut quand même mettre les objectifs à des moments, parce que tu vois, tout peut tellement changer aussi, même t'es dans un moment où les modes passent, où il peut se passer un milliard de trucs qui font que bah, ton plan à 5 ans, il peut changer énormément de fois avant que tu y arrives. Et donc c'est aussi rester souple sur ce truc-là, c'est de se dire ok, moi mon plan à 5 ans c'est de faire ça, mon plan à 2 ans c'est d'arriver là, mais tu te focalises vraiment sur ce plan à 2 ans en disant ok, là je fais gaffe que je le réoriente si jamais je me rends compte que ça marche pas comme je voulais. Enfin bref, il y a beaucoup de choses à faire, je pense, pour y arriver. Après, je crois que c'est effectivement un solide combat, que c'est un truc où il faut se prendre des pelles vraiment à la pelle, mais avant de vraiment arriver à ce que tu fais et à ce que tu veux faire. Mais je pense qu'il y a quand même vraiment beaucoup d'outils là pour le moment pour arriver à faire des choses intéressantes. Et je pense aussi qu'en fédération, enfin en Belgique en général, mais en fédération, c'est ce pourquoi je suis quand même spécialisé. Je trouve qu'il y a vraiment pour le moment une vraie prise de conscience que en fait on peut faire. On a toujours eu, enfin pendant très longtemps, eu ce syndrome dont on a un peu parlé tout à l'heure, le truc du petit frère, quoi. Tu vois, de se dire en France, d'aller. Moi, je suis un peu, voilà. Est-ce que vraiment je peux faire ça? Est-ce que vraiment moi je peux être une star? Voilà. Je crois que c'est aussi quelque chose que j'aime bien dans la culture belge, c'est le fait qu'on n'a pas vraiment trop de star system et qu'on se la raconte pas trop, et que même quand on arrive à être vraiment des stars, bah, tu vois, Stromae par exemple, je trouve que c'est lui qui a vraiment débloqué ce truc-là pour beaucoup de monde. Je crois que dans la musique, parce que lui, c'est une star mondiale. Il a vraiment vendu des maxi-tonnes de disques. Et le mec, bah, tu le vois en interview, tu le vois en concert, il est simple comme tout. Il se prend pas la tête, il fait pas. Enfin voilà. Bon, après, je dirais, il a aussi connu ses moments, tu vois. Mais je veux dire, il est quand même resté. Je trouve qu'il a vraiment super bien incarné quelque chose que je trouve hyper important dans notre manière de vivre la culture en général, qui est ce truc de pas se prendre la tête, mais de faire des choses vraiment ultra pro et d'arriver à des niveaux vraiment très 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 hauts, quoi. Et donc je crois qu'on a vraiment de la chance en fédération pour le moment d'être à la suite de ça, et maintenant de se dire qu'on a la possibilité de vraiment monter des trucs et de les exporter, et de vraiment enfin voilà, il y a plusieurs grosses boîtes qui existent maintenant en Belgique qui font du rap pas mal. Enfin tu vois, je pense qu'à Back in the Days qu'on connaît bien, je veux dire, maintenant c'est devenu des mastodontes, quoi. Mais en fait, c'est vrai que Back in the Days, c'est la référence en termes de hip-hop quand on veut être en festival, quand on veut être justement. Est-ce que vous, justement, vous faites le pont entre les artistes et Back in the Days, par exemple, dans le sens où est-ce que vous aidez, si c'est peut-être pas avec Back in the Days, est-ce qu'un artiste qui a déjà fait des choses, donc on a compris qu'on est dans cette catégorie-là chez vous, est-ce que vous l'aidez peut-être à trouver des scènes, ou alors même pas? C'est même... Non, pas vraiment. Dans quel domaine vous opérez au-delà de l'exportation alors? Ah bah nous on fait que de l'exportation. Ah, c'est vraiment que ça. C'est vraiment, on est focalisé là-dessus, c'est pour ça qu'on est missionné, et donc on fait vraiment uniquement de l'exportation. Après, pour faire de l'exportation correctement, il faut aussi faire un peu d'importation. Donc comme je disais tout à l'heure, on organise aussi des événements ici en Belgique où on invite des professionnels étrangers pour venir voir. Bah tu vois, comme quand on a Dour par exemple, c'est le meilleur exemple. Il y a plus de 50 groupes qui jouent sur 5 jours. Pour nous, c'est ultra précieux, parce que ça veut dire qu'on a sur 5 jours, on peut inviter je sais pas 15-20 programmateurs étrangers et leur montrer tout ce qui est frais chez nous en 5 jours, tu vois. Et après ils rentrent chez eux. Je comprends mieux comment vous opérez maintenant. Donc en fait, l'idée, c'est d'aller chercher les institutions ou les organismes à l'étranger, les ramener ici pour qu'ils puissent voir de leurs propres yeux, ok, on a ça, essayez de l'exporter chez vous. On a touché, on a vu, et quand on repart, quand vous allez les solliciter pour leur dire cette fois-ci, on vous envoie telle personne, ils savent déjà, ils ont le dossier, ils ont vu. Alors attention que nous, on fait vraiment, donc bon, déjà on est un service public, donc on doit faire très attention à
à vraiment offrir la même expérience à tout le monde. C'est-à-dire que, bon, évidemment, tout le monde dans un certain braquet, hein, donc on peut pas, comme je disais, c'est vraiment ceux et celles qui ont une activité professionnelle, qui ont déjà connu des sorties et tout ça. Mais on essaye aussi beaucoup de ne pas se substituer au marché, comme on dit. C'est-à-dire que c'est pas à nous de par exemple, dire à un artiste va signer avec lui ou signe pas avec elle, ou tu vois, ce genre de truc. Nous, on fait pas ça parce que c'est pas notre boulot, et que nous, notre boulot, c'est de dire ok, on voit que les bonnes expériences, les bonnes manières de faire, elles se retrouvent dans tel et tel festival. Donc là, nous, on a été dans ce festival, on voit à quoi ça ressemble, on connaît le public, on connaît les scènes, on peut te conseiller sur le fait que c'est intéressant d'aller là maintenant, parce que moi, les professionnels qui sont là, j'ai vu que c'était le niveau que tu recherches, donc va là-bas plutôt que là, tu vois, parce qu'il y a aussi une question que donc on a parlé des trucs qu'on fait en Belgique, où on invite des gens ici en Belgique pour voir des artistes, mais on fait aussi beaucoup d'événements à l'étranger. On en fait une vingtaine par an, où là je pars après-demain à Lisbonne notamment, pour un truc qui s'appelle le 1000. On voyage quand on travaille là-bas. On mange les dards portugais. Moi j'ai comme l'impression que je pourrais venir postuler. Il y a une nouvelle vocation, quoi, c'est ça. Oui. Non, je te rassure. On va parler de voyage. Je vais la garder au chou ici. On va la garder au chou. Alors voilà, quand on va dans ces événements-là, nous, ça nous permet ensuite de pouvoir, parce que c'est un truc on sait pas trop, en tout cas c'est quelque chose, je remarque que c'est pas très connu, que le fait qu'en fait il y a un circuit qui passe de janvier à décembre, où presque toutes les semaines tu pourrais aller te faire un festival professionnel. Donc un festival professionnel, c'est un truc, dit rapidement, c'est un endroit où les acheteurs et les vendeurs se retrouvent. Donc les acheteurs, c'est les festivals, les salles qui cherchent à remplir leur line-up, tu vois, pour l'année qui vient, et les vendeurs, c'est les labels, les managers, les artistes eux-mêmes, quand ils sont autogérés. Et ces deux personnes, elles se rencontrent dans une place de marché qui est ce festival-là. Et donc, de temps en temps, c'est soit ça prend la forme de vrais festivals. Donc, c'est-à-dire que il y a vraiment des artistes qui se produisent quand même. Ouais, d'office. Avec du public lambda, ou c'est du public professionnel? Ça dépend. Il y a vraiment un peu de tout, quoi. Ouais, c'est ça. Tu vois, par exemple, le MAMA qui a lieu à Paris l'année prochaine, qui est un des plus gros événements en France, le marché de musique actuelle. On nous en a parlé en plus récemment. Ça, par exemple, où il y a souvent des rappeurs belges qui ont joué. Ça, par exemple, c'est un endroit où il y a du public qui peut venir. Donc, un public peut acheter sa place et venir regarder aussi. Et il sait que là, il va avoir vraiment toutes les nouveautés européennes principalement. Il y a un peu des Canadiens et tout ça, mais c'est généralement plutôt européen. Et il sait que lui, il va avoir vraiment des nouveautés qui sont peut-être déjà un peu des micro-stars dans leur pays. Tu vois, comme nous, je vous disais, des gens qui ont fait Bota, Dour, tout ça, mais qui n'ont pas encore passé qui n'ont pas encore passé le cap. C'est ça. Ou qui l'ont passé encore, mais qui sont encore vraiment au tout début de leur développement. Et donc, c'est clairement, tu vas avoir des trucs qui sont vraiment tout nouveaux. Et ce qui est bien dans ces trucs-là, c'est que tu vois du coup des trucs tout nouveaux qui viennent de partout, quoi. Et est-ce que vous placez des artistes dans ce type d'événement ou pas? Alors, placer, c'est entre guillemets. Le mot, c'est pas exactement ça, mais si tu veux, nous, on sert aussi de comment dire, d'accompagnateur, tremplin, de ressources. De ressources pour les opérateurs étrangers. Donc, c'est-à-dire un festival comme celui-là, tu vois, par exemple, le MAMA ou d'autres, tu vois, ils nous contactent en disant what's good? Qu'est-ce qui est bien chez vous pour le moment? Nous, comme on a un service public, c'est pas moi, Julien Fournier, qui peut dire ça c'est bien, ça c'est naze, prends plutôt ça, tu vois. Donc nous, on se repose toujours sur le secteur en tant que tel. Donc vraiment, les gens qui eux sont payés pour avoir un avis musical. Dour, les mêmes. Enfin, tu vois, les mêmes. Je parle toujours Dour et Bota parce que c'est ça qui me vient en tête. Mais on essaie de diversifier évidemment. Ou d'avoir des personnes pourquoi pas. Voilà. On pourrait vous dire ce qui est bon aussi. Enfin, tu vois, des gens. Nous, on doit se reposer sur les gens du secteur qui eux ont un avis et ils sont reconnus pour avoir un avis artistique qui est reconnu par tout le monde. Donc nous, on prend tout ça, on en fait des longues listes, donc des listes, je sais pas, de 15-20 noms quand le festival en demande 3-4, tu vois, enfin on sait qu'il va en sélectionner 3-4, on lui donne 15-20 et lui réagit sur ça me plaît, est-ce que tu l'as déjà vu en concert? Et là on peut lui faire des retours sur ça je pense que c'est prêt pour venir chez toi, ça demande encore un peu de travail à mon avis, donc c'est peut-être mieux l'année prochaine. Enfin, tu vois, il y a un truc où nous évidemment on est toujours positif par rapport aux artistes de la fédération, parce qu'on va pas dire non mais ça c'est naze, oublie, prends pas, on est quand même payé pour faire l'inverse. Mais bon, après on doit quand même être honnête vis-à-vis de ces personnes-là, parce que nous c'est un peu notre crédit, quoi. Tu vois, si on arrête d'être honnête et qu'en fait on lui dit tout est super, à un moment il arrête de nous poser la question et on perd complètement les leviers qu'on pourrait utiliser pour favoriser les artistes de la fédération. Donc on essaie de naviguer entre ce truc-là où on peut pas prendre position de manière super claire pour des champions ou des championnes où on se dirait ça c'est vraiment ça, maintenant il faut qu'il y aille à fond.
Mais par contre, clairement, on connaît des sur les gens du secteur, en tout cas. Vous assurez un minimum aussi, après avec les dossiers. En gros, en fait, après tout ce que tu nous as dit avant, donc le dossier, etc., vous aussi, vous assurez quand même d'un minimum quand même de crédibilité, entouré du coup des professionnels de la musique autour qui vont aussi conforter vos choix et après vous les proposez. Donc en gros, si je comprends bien, c'est des recruteurs en fait. Si on devrait parler dans le football, c'est des scouts plus ou moins. Pas vraiment. Moi, je vois comme des scouts qui. Je connais pas assez lui, il voit tout en foot. Alors là, franchement, si on se... Moi, je vois ça. Barclay, tout, même quand il se dispute avec sa femme, il va expliquer alors au foot. Tu vois, quand l'un il fait ça et que l'autre. Moi, je le vois comme ça en fait. Est-ce que en gros, dans le fond, on n'est pas bref, on parle de ça à la pause. Mais voilà, bref. Non, mais dis-nous. Non, parce qu'en gros, dans le football, t'as quoi? T'as le club. Et le club qui va mentionner du coup une équipe de recruteurs qui, eux, vont scouter en fonction des zones dans le monde, etc., et qui vont faire des rapports au club. Et le club, après, du coup, vont choisir en interne. Je crois que le scout dont tu parles, c'est plutôt le programmateur du festival dans ce cadre-là. C'est le fait, parce que nous, dans notre boulot, on va, par exemple, au Mille à Lisbonne, on sera avec des Belges. C'est-à-dire que nous, on n'est pas juste là pour nous parler des vendeurs, mais il y a aussi des acheteurs belges qui font l'inverse. Tu vois. Donc c'est un espèce de truc où tout le monde va chez les uns les autres pour découvrir des choses et pour s'inviter dans les festivals pour vraiment découvrir. Parce que le Mille au Portugal, là, ils ont une grosse programmation portugaise évidemment, mais il y a aussi des Espagnols, des Français, des Belges. Voilà. Donc, ce qui fait que ce côté un peu international. C'est un public en fait qui est justement du coup ouvert à la découverte. C'est ce qui est intéressant parce que dans certains festivals, t'as pour en avoir fait quelques-uns, on a des gens qui ils attendent toujours la grosse tête d'affiche, la resta, mais là j'ai l'impression que c'est un public aussi qui est ouvert justement à découvrir de nouveaux artistes. Oui, c'est un type de festival très particulier parce que ceux dans lesquels on va, il y a d'office une partie professionnelle. Donc généralement, ça se fait dans le cadre de vraies soirées de programmation avec des artistes comme un festival normal, mais il y en a aussi plein où c'est des conférences pendant toute la journée. Il y en a même certains où il n'y a même pas de concert. Ok. Pour en revenir à Wallonie-Bruxelles Musique, on y revient quand même. On va faire le petit résumé. En gros, on est un artiste, on a déjà un petit peu avancé. On vient toquer à la porte de Wallonie-Bruxelles et ils vont nous aider justement à aller s'exporter à l'étranger, à ce qu'on parle de nous en France, à ce qu'on parle de nous peut-être au Portugal, en Espagne. Et c'est là où vous allez vraiment pouvoir intervenir et aider l'artiste à se développer parce qu'on sait que la Belgique, c'est un petit pays et que donc s'exporter permet aussi d'aller générer plus de revenus et plus de popularité, parce que c'est quand même le nerf de la guerre. On a souvent honte de parler d'argent, mais quelque part, si on fait ça aussi, c'est peut-être pour remplir le frigo. Et puis aussi de manière plus spécifique à la discipline, pour continuer à faire ce qu'on fait. Parce qu'effectivement, si à un moment, ça fait pas de thunes et que ça prend beaucoup de temps, c'est important de pouvoir aussi continuer à faire ce qu'on fait, et pour ça, faire des thunes quand même un peu. C'est pas mal. Important. C'est important. C'est pas mal, mais... Julien, on a passé vraiment un agréable moment avec toi. Aussi. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. On a encore, avant la pub, une petite question pour toi. On veut faire un petit tour dans ta playlist. C'est toi qui choisis le prochain morceau qu'on va passer. Ouais, alors je l'ai choisi avant l'émission, mais il s'agit d'un artiste bruxellois qui s'appelle Jazz Brack et qui est donc un bruxellois flamand, un flamand de Bruxelles. Je l'ai choisi parce que il fait toujours partie d'un de mes groupes préférés qui s'appelle Stickstoff, qui est aussi un groupe de rap flamand de Bruxelles. Je trouve qu'il parle de la ville super bien. C'est des super prods. Je trouve qu'en plus, moi j'ai eu l'impression que quand je les ai entendus la première fois, qu'il faudrait écouter ça en Luistervaardigheid, tu vois, quand on est gamin et qu'on écoute des journaux à la télé ou des trucs comme ça, c'est eux qu'il faudrait écouter parce qu'ils ont en plus une diction qui est parfaite. Je trouve que vraiment je les adore de A à Z. Ils représentent tellement bien notre ville, ce qu'est la ville et ce qu'elle doit être, à mon avis, que j'avais vraiment envie de passer un morceau qui provenait de là, quoi. Merci d'avoir choisi ce morceau. On va le découvrir tous ensemble. Avant ça, je tenais à te remercier d'être venu partager tout ça avec nous. On te souhaite de découvrir encore plein d'artistes et d'aider à faire péter plein d'artistes à l'international. Les amis, si vous venez d'arriver et que vous avez manqué tout ce qu'on s'est raconté ici avec Julien, ne vous inquiétez pas, on vous remettra tout sur les plateformes de streaming en podcast. D'ici là, on fait un petit tour dans la playlist de Julien. Il nous a proposé Jazz Brack avec Doudan. Montez le son chez vous. Tu veux encore plus de Rapology ? Ça se passe sur les TikTok, Insta, Snap, Face, Twitter. N'hésite pas à nous suivre.